Il est adopté. Nous arrivons à l'article additionnel après l'article 7 avec un amendement 314 de Madame Orphée. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Je suis intervenue il y a 2 jours sur les violences en vous disant que je regrettais que la loi n'ait pas été plus loin, notamment pour protéger l'enfant, témoin de violences et de faits de victimes collatérales. J'ai auditionné le juge Durand, donc un magistrat que vous connaissez et qui est très engagé sur ce problème, mais aussi d'autres, je dirais, experts sur le sujet. Et la plupart nous disaient comment un mari qui bat sa femme, qui ôte parfois la vie à la mère de ses enfants, dans 50% des cas, l'homicide se déroule en présence de l'enfant. Comment ce mauvais mari peut-il être un bon père ? Donc une question qui peut effectivement nous interroger. Alors certains semblent dire que cela est possible. Alors permettez-moi d'en douter, notamment lorsque le mari violent récidive, du moins pour les coups. Alors l'enfant qui assiste aux violences à la maison subit, on le voit, un grave traumatisme moral, ayant souvent des répercussions sur son état physique, et peut aussi avoir des répercussions sur ses résultats à l'école, sur ses relations avec les autres, sur son comportement à l'âge adulte, sur aussi le regard qu'il porte sur la femme, parfois même sur sa mère. Et quand la séparation a eu lieu, la violence ne cesse pas pour autant, car il peut devenir entre le père et la mère un enjeu, et cet enfant est parfois tiraillé en plusieurs sentiments vis-à-vis de ses parents, parfois le père, notamment quand il y a crime. Alors comment cet enfant peut-il se construire dans ce climat délétère par rapport à cette souffrance qu'il vit au quotidien ? Tout d'abord, je dirais bien sûr par une reconnaissance de cet état et un vrai accompagnement. Le juge sur ce sujet doit pouvoir effectivement mettre des mots sur cette souffrance en accordant un statut de victime à cet enfant. Ensuite, par une redéfinition claire du rôle du parent qui a commis l'homicide. Et la question que je me pose en soutenant cet amendement, c'est la question de l'autorité parentale. Est-ce qu'elle peut être maintenue en cas d'homicide ? Certes, le juge a un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la suspension ou le retrait de cette autorité en cas de violence conjugale avérée, mais sa décision doit, pour moi, être sans ambiguïté. Et la suspension ou le retrait doit, à mon sens, s'imposer. Tel est le sens de l'amendement que je soutiens aujourd'hui devant vous. Merci. Madame Orphée, le 212 étant un amendement de repli avec un seul mot de différence, peut-on considérer qu'il est défendu également ? Oui. Alors, Monsieur le rapporteur, avis de la Commission sur le 314 et le 212. Merci, Monsieur le Président. Oui, là, on est sur des sujets lourds et qui nécessitent une certaine prudence, en tout cas une certaine gravité même. C'est des sujets sur lesquels, en tout cas, j'ai eu l'occasion, au cours des plus de 50 heures d'audition que j'ai conduit, j'ai eu l'occasion de poser cette question à la fois des magistrats, des avocats, des pédopsychiatres, et en tout cas, je me suis aperçu très vite, et ceux qui ont pu assister à ces auditions, que les réponses n'étaient pas simples. Et que, effectivement, la question de l'autorité parentale, de son éventuel retrait en cas de crime, d'homicide sur le parent ou sur un autre enfant, renvoyait en tout cas à des problématiques d'une redoutable complexité. Même si la pente naturelle de chacun, sans doute, est celle de se dire que celui qui a commis un crime sur un parent ou sur l'un des enfants est sans doute quand même très mal placé pour ensuite exercer sur l'un des autres enfants une autorité parentale. Alors, sur ce sujet, je le disais, prudence et beaucoup de prudence, parce que l'élément central qui doit être pris en considération, c'est quand même l'intérêt supérieur de l'enfant, comme sur d'autres questions. Pour ma part, en tout cas, ce qui pose, à mon avis, une difficulté dans l'amendement que vous proposez, c'est que ce qu'il prévoit de créer, c'est une règle de fond qui contraindrait de manière automatique le juge dans un certain sens sur le fait qu'il serait conduit à automatiquement, dans le cas que vous précisez, retirer l'autorité parentale. Et même en lui laissant le cas quand même de la possibilité de prendre une décision contraire. Mais enfin, en tout cas, on voit bien le principe. Le principe, c'est le retrait. Bon. Alors moi, j'indique dès maintenant que malgré, en fait, vous le comprenez tout de suite, mon avis défavorable sur cet amendement parce que vous poseriez une règle de fond,
je veux dire que je serais beaucoup plus favorable, personnellement en tout cas, à l'amendement 158 qui est déposé après l'article 8 parce que lui, il vise une règle de procédure. C'est un amendement qui, lui, prévoit que la question du retrait de l'autorité parentale en cas de crime soit automatiquement posée. Moi, je crois que dans des sujets d'une telle complexité, il faut laisser au juge et faire confiance à l'institution judiciaire pour prendre la bonne décision, celle qui s'impose. Par contre, on peut effectivement penser, comme ce sera proposé dans l'amendement 158, qu'il serait utile qu'il soit obligé de se poser la question, même si sur l'amendement 58, j'aurais quand même quelques réserves à émettre. Mais en tout cas, je crois que là, poser une règle de fond sur des sujets d'une telle complexité, cela poserait des difficultés. Je sais en tout cas qu'une grande majorité de commissaires aux lois verrait là une difficulté. L'avis est donc défavorable. Monsieur le rapporteur, sur le 314 et le 212. Hein. D'accord. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, Madame la députée, pour dire les choses clairement, d'abord, oui, je vous rejoins quand vous dites qu'on ne peut pas, contrairement à des discours entendus ici ou là, dissocier ce que fait un conjoint à son autre conjoint en termes de violence conjugale et la façon dont il se comporte comme père de famille ou si on renversait la situation dans d'autres cas de figure comme mère de famille. J'estime que les violences conjugales ont un impact direct sur les enfants, qu'ils en soient victimes physiques ou qu'ils en soient témoins, donc victimes, point. Et qu'il faut savoir prendre en considération cet aspect-là des choses quand on sait, vous l'avez très justement rappelé, l'impact notamment psychologique sur les enfants de ce type de violence auquel ils ont pu assister parfois pendant des années et qu'ils seront amenés un jour ou l'autre à reproduire à leur tour. Et donc, cette question me tient à cœur, je crois, autant que vous, et il est quelque chose d'absolument insupportable, c'est l'idée qu'on puisse, y compris lorsque un individu a tué son conjoint, sa conjointe en l'occurrence, préserver son autorité parentale sans se poser davantage la question sur l'enfant du couple. Aujourd'hui, moi j'estime que la bonne façon de répondre à cette situation, c'est sans doute d'avancer, comme le suggérait votre rapporteur, par des règles de procédure. Et c'est ce que nous proposera un amendement à venir, qui est le 158, qui posera l'obligation à la juridiction de se prononcer sur la question du retrait de l'autorité parentale, sans pour autant créer d'automatisme, parce que on le sait tous bien ici, des situations, il y en a de multiples, des exceptions, ça existe toujours, et créer des automatismes, finalement, ça empêche d'une certaine façon le juge de bien prendre en considération la réalité des situations et de l'intérêt supérieur de l'enfant au premier abord. Donc moi je préfère vous demander de bien vouloir retirer cet amendement au bénéfice du 158 que je viens d'évoquer qui devrait nous mettre d'accord. Merci. Madame la présidente Coutel. Oui. Je pense qu'on va se rallier à vos explications et à l'excellente compréhension de Monsieur le rapporteur sur le sens de cet amendement. Mais ce que je voulais, Madame la ministre, bien sûr, mais vous avez bien compris le sens de notre démarche. Mais je voulais redire ici que aussi bien Edith Guignon que Monique Orphée ont travaillé très en amont sur ce sujet, puisque Madame la ministre, vous leur aviez confié une mission en amont de cette loi pour préparer le texte sur les violences, et que lorsqu'elles ont travaillé très en amont, c'est-à-dire il y a plus de 6 mois, elles ont recherché tout ce qui aujourd'hui pèse sur les femmes victimes et les hommes, les conjoints victimes de violences. Et parmi ces faits, il y a bien sûr la dissimulation d'adresse, on vient de le voir, il y a aussi la question de l'autorité parentale. Alors moi je suis parfaitement d'accord, à la délégation c'est le juge qui doit la prononcer ou ne pas la prononcer en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais à travers ces amendements, et c'est ce que vous avez dit très bien Monsieur le rapporteur, nous voulons attirer l'attention des juges sur l'autorité, c'est-à-dire que c'est un tout, la protection. C'est la protection du conjoint et de ses enfants qui sont traumatisés par les faits qu'ils ont pu vivre. Donc c'est l'explication des amendements qui viennent et qui attirent l'attention sur un certain nombre d'éléments. Mais je pense que Monique Orphée dira si elle le retire. Mais voilà pourquoi nous avons travaillé ainsi. Madame Orphée, vous retirez 314 et 212 ? Oui, j'ai signé le 158, donc je retire. Merci. Le 211 nous est présenté par Madame Orphée, Madame Coutel. Oui, Madame je Coutel. pense que j'ai pas de collègues présents. Bien, il s'agit des
de permettre. Oui, c'est sur. Excusez-moi, parce j'avais répondu à l'autre. C'est sur la présentation des enfants. Lorsqu'un des parents, lors de la présentation d'un mineur au conjoint, constate qu'il a pu être exercé des violences, demande la protection du juge, nous souhaiterions que le parent puisse ne pas avoir à présenter l'enfant à son conjoint dans l'attente de la décision du juge. C'est une mesure de protection du mineur en danger et de suspension. Or, quand un parent ne présente pas l'enfant, il peut être poursuivi. Hein, c'est interdit de ne pas présenter son enfant, il y a des poursuites de prévues et donc nous voudrions protéger le temps de la procédure l'enfant qui aurait pu faire savoir qu'il a été l'objet de violences dans le temps où il était chez l'autre parent. Bien sûr, une dénonciation calomnieuse serait sévèrement punie. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur, sur le 211. La Commission a estimé que la modification là, qui vient de nous être présentée par Madame Coutel n'était pas nécessaire parce que chaque parent en fait a la possibilité de demander au JAF, le cas échéant en urgence d'ailleurs, de modifier les modalités d'un droit de visite et d'hébergement en cas de suspicion de violence et que c'est donc au JAF qu'il appartient d'apprécier si les violences qui sont alléguées justifient une évolution ou non de ces modalités de visite d'hébergement. Bon, et en outre, cet amendement instaurerait en fait une immunité pénale beaucoup trop large en n'exigeant aucune condition d'imminence d'un danger et cela pourrait, en tout cas ça a été l'appréciation portée par la Commission des lois, cela serait peut-être de nature à soulever une difficulté de nature constitutionnelle. En la matière, personne n'est jamais infaillible, mais par prudence, la Commission a souhaité émettre un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, Madame la Présidente. À ce stade, pour rebondir sur les propos du rapporteur, il nous semble en effet qu'il ne faut pas prendre le risque de priver temporairement de l'exercice de l'autorité parentale des parents, père ou mère, sans une justification proportionnée. Pour autant, je pense que votre amendement a le mérite de nous inciter à réfléchir sur cette question, qui est une vraie question d'un certain nombre de mères qui témoignent d'être devant une alternative insupportable. Soit elles respectent la loi et laissent leur enfant qu'elles soupçonnent d'avoir été victime de violences quelconques risquer une récidive, soit elles s'exposent à des poursuites pour non-présentation d'enfants. C'est exactement la situation que vous avez voulu mettre en lumière. Je veux vous dire que j'y suis sensible. Je vous propose de retirer votre amendement au bénéfice d'un retour sur cette question dans la discussion au Sénat, parce que c'est un sujet dont je sais bien qu'il intéresse beaucoup aussi les sénateurs et je voudrais que nous trouvions les moyens de ne pas risquer cette censure constitutionnelle et d'apporter une réponse. Madame la Présidente Coutel. Tout à fait d'accord, Madame la Ministre. J'entends bien la censure constitutionnelle et la crainte permanente de cette censure. Il ne faudrait pas qu'elle nous paralyse. Le 211 est donc retiré. Le 33, Madame Massonneau. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de se constituer partie civile, même si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de consentir. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. 33. Sur le principe, je ne suis pas totalement défavorable à cet amendement, mais deux difficultés. Madame Massonneau. D'abord, il n'indique pas en quoi peut consister l'impossibilité à consentir. Est-ce que c'est l'absence? Est-ce que c'est le décès? Est-ce que c'est l'altération des facultés mentales? L'amendement ne paraît pas en plus suffisamment donc précis sur ce point et cela pose donc, à mon avis, problème. La deuxième source de difficulté, c'est qu'il ouvrirait une brèche dans le principe qui veut que pour la plupart des actions qui sont exercées par les associations prévues aux articles 2-1 et 2-22 du Code de procédure pénale, l'accord de la victime soit exigé. Et avec la modification proposée, l'extension de l'exception au principe, nul ne plaide par procureur, deviendrait beaucoup plus conséquente.
Et si l'exception qu'il propose donc devait être adoptée, la cohérence voudrait en fait que tous les articles du Code de procédure pénale sur l'action civile des associations qui exigent l'accord de la victime soient aussi modifiés. Mais cette modification, je crois, irait bien au-delà du champ du projet de loi. Bon, de toute façon, on le sait, voilà, toucher au Code de procédure pénale exige d'avoir une vue d'ensemble et qui n'est pas, en tout cas, proposé par l'amendement parce qu'il vise à répondre à un souci particulier. Mais je crois voilà, qu'il faut faire œuvre de prudence là encore. En tout cas, c'est pour ces raisons que la commission des lois émet un avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, un mot à rajouter à ce que vient d'exposer extrêmement clairement, je pense, le rapporteur. Je rajouterai simplement un mot en disant que l'amendement que vous proposez entraînerait finalement, enfin autoriserait toute association dont c'est l'objet à se constituer partie civile dans un procès, quelle que soit l'opinion que pouvait avoir la victime, imaginons qu'elle soit décédée, sur cette association, et quelle que soit l'opinion qu'elle pouvait avoir, cette même victime, sur la volonté de voir son affaire mise en lumière, traînée en justice, etc. Donc je trouve que ça présente quand même des risques de dérive et le gouvernement sera défavorable à cet amendement. Il est retiré. L'amendement 35, Madame Massonneau. Cet amendement vise à faciliter les démarches de mobilité d'une ou d'un fonctionnaire victime de violences conjugales et qui bénéficierait d'une ordonnance de protection. La question de la mobilité peut être cruciale pour certaines des femmes concernées. Avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur l'amendement 35. C'est un amendement qui, en tout cas dans sa rédaction, me paraît difficile à mettre en œuvre. Il serait même sans doute inopérant. Et comme je l'avais déjà dit en commission, je pense que c'est une réflexion qui mériterait d'être éventuellement poursuivie, mais dans le cadre de la loi sur d'une réforme de la loi des droits et obligations des fonctionnaires. Avis du gouvernement, Madame la ministre. Oui, Madame la députée, pardon. C'est un sujet assez intéressant, à mon avis, à introduire dans le cadre des consultations des syndicats de la fonction publique. Donc il faut quand même qu'on le garde à l'esprit, parce que, et je me permettrai de le ramener dans les discussions pour faire en sorte que ce soit abordé, parce que à ce stade aujourd'hui, on a quand même des réserves de principe qui sont que d'abord la mobilité en tant que telle, c'est pas une notion juridique précise. Elle recouvre des situations extrêmement différentes. Un changement de poste ne peut pas être obtenu de droit. Il faut qu'il y ait en face un poste vacant. Il faut que les compétences correspondent. Donc, vous voyez que c'est quand même assez complexe en l'état de la situation de prendre votre amendement. Mais encore une fois, j'estime qu'il a pour vertu de nous inciter à faire en sorte que les partenaires sociaux se saisissent de cette question dans la fonction publique, et je veillerai à ce qu'ils puissent le faire. Merci. Donc, avis défavorable. Je mets aux voix l'amendement 35 qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour son adoption? Contre? Il est rejeté.